Quand certains montent les escaliers et que chaque marche est une marche, le départ de mon père, les coups, la violence subie par ma mère, l'impression qu'à chaque moment elle peut s'en aller, partir et être tuée, c'est l'impression qu'une marche en vaut 5-6. Le plus important, c'est les rencontres et les stages. Si la porte est fermée, passe par la fenêtre. Si la fenêtre est fermée, passe par la meurtrière. Si la meurtrière est fermée, passe par la cave. Si la cave est fermée, passe par les toits. Bienvenue dans l'ascenseur. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Cécile Sarfati, je suis journaliste et j'anime le podcast Bienvenue dans l'ascenseur. Dans ce podcast, je reçois des femmes et des hommes de tout âge, de toute origine, qui ont une trajectoire d'ascenseur social en France et on revit ensemble les différentes étapes de ce parcours, de leur rez-de-chaussée jusque, c'est ce qu'on va voir avec ma prochaine invitée qui est Mohamed Bouafsi. Bonjour Mohamed. Bonjour Anne-Cécile. Mohamed, vous faites partie de ces personnes qui ont pris l'ascenseur social en France. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce que vous êtes un peu connu quand même, un peu beaucoup même, j'aimerais qu'on rentre ensemble dans la cabine de l'ascenseur, que vous vous regardiez dans le miroir et que vous me disiez aujourd'hui qui vous voyez. C'est une très bonne question pour commencer. Je vois un jeune homme de 33 ans, un jeune homme qui, de jour en jour, est moins un jeune homme de 33 ans qui est heureux, fier de faire le métier qu'il a toujours voulu faire quand il était plus jeune, donc être journaliste. Journaliste tous les jours à la télévision pour raconter des histoires avec passion, avec exigence et détermination. Donc tous les soirs dans C'est à vous, présentateur aussi d'une émission sur RTL qui s'appelle Focus Dimanche et directeur général d'une boîte. Une boîte qui, là aussi, Troisième œil, raconte des histoires au quotidien, des histoires qui impactent les Français, des histoires qui permettent de faire avancer notre société et de faire nation commune, souvent, la plupart du temps. En tout cas, j'essaye tous les jours. Donc quand je me regarde dans la glace de cet ascenseur, je me dis, franchement, je ressemble au petit gamin que j'étais plus jeune, mais que j'aimerais encore grandir et encore monter et aller le plus haut possible dans cet ascenseur. Alors justement, on garde la métaphore de l'ascenseur. Avant de monter, on est au rez-de-chaussée. C'est quoi votre rez-de-chaussée, Mohamed ? Vous partez d'où dans la vie ? De loin, de la cave même. Je pars de la cave. Je pars d'une maman très aimante, d'une maman exceptionnelle. Je pars d'une cité des Francs-Moisins à Saint-Denis. À la base, au tout début, je pars d'un appartement dans le 10e arrondissement de Paris, rue Saint-Vincent-de-Paul, là où j'ai grandi, avec ma mère, mon père et mes frères et sœurs, avant de devoir, pour avoir plus grand, pour avoir plus d'espace, rejoindre un HLM très jeune, autour des 5-6 ans, à Saint-Denis, dans le 93, dans la cité des Francs-Moisins. Et c'est là où j'ai grandi, dans cette cité où il y avait à l'époque beaucoup de mixité. On était au premier étage, il y avait des Aveyronnais qui avaient un espace de peinture et de sculpture pour les gamins du quartier. Au deuxième étage, il y avait nous. Au troisième étage, il y avait des Kabyles, la famille Hamache, qui sont comme ma deuxième famille. Au quatrième, il y avait des Portugais. Au cinquième, il y avait des Espagnols. Au sixième, des Sénégalais. Au septième, une autre famille française. Et donc voilà, c'est de là où je suis parti dans cette cité des Francs-Moisins, au bâtiment 7, aux 4 rues de Lorraine, où j'ai grandi. Et c'est là où j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris des valeurs de partage, des valeurs de solidarité, des valeurs de don de soi, des valeurs de loyauté, fidélité. Et c'est là où tout s'est construit pour moi. En tout cas, la personne, elle s'est construite là-bas. Vous pouvez me parler de vos parents ? Votre maman travaillait, je sais, votre père aussi. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? J'ai toujours un peu plus de mal de parler de mon papa, de mon père. Ma maman est une femme exceptionnelle qui s'est construite toute seule, qui a connu elle aussi l'ascenseur, réussir en partant d'en bas pour grandir, monter les échelons en France. Ça a été beaucoup plus difficile pour elle parce qu'elle a quitté toute sa famille en Algérie. Ma maman a travaillé dans la restauration. Elle nous a élevés toute seule avec mes frères et sœurs. C'est une mère battante, une mère généreuse, une mère qui travaillait de 7h du matin à 14h30 au Bourget, en face du musée de l'air et de l'espace, avant de revenir et de nous préparer à manger le soir, nous préparer de suivre un peu les cours, de suivre si tout allait bien et de repartir le soir, travailler de 18h à 2h du matin pour élever mes 2 frères et ma sœur et moi. Une mère courage, comme il y en a tant d'autres, une mère dans une situation de famille monoparentale, puisque mon père m'a abandonné à l'âge de 8 ans, le 1er avril 2001. Je ne sais pas si on va en reparler, Anne-Cécile, mais... disons que c'est une difficulté supplémentaire énorme que vous avez dans votre parcours quand même, dont vous avez témoigné dans un livre, Rêver sous les coups. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
C'est l'histoire d'une mère de famille qui est la mienne, qui a eu un coup de foudre incroyable pour mon père, un coup de foudre exceptionnel. Et donc mon père était issu d'une famille de la bourgeoisie et de la noblesse, on va dire, homme d'État en Algérie. Et mon grand-père paternel n'a jamais accepté le fait que ma mère était un petit peu plus vieille que mon père, qu'elle avait des enfants d'une précédente union, alors qu'il espérait autre chose pour mon père. Donc mon père et ma mère ont dû fuir en France, ont dû fuir mon grand-père paternel. Mon grand-père paternel a tenté de me kidnapper, tenté de me séquestrer, il s'en est pris à ma mère. Il a fait vivre l'enfer à ma mère. Et c'est là où, avec le temps, j'ai appris aussi à pardonner. Et j'aime bien cette phrase, on n'attend pas le pardon pour pardonner, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'aigreur. Mon père a très mal vécu, je pense, la fuite de quitter l'Algérie, là où il était quelqu'un de très important, etc. Pour arriver en France dans un HLM, dans un quartier difficile où il n'y avait plus le personnel de maison, il n'y avait plus l'argent qui coulait à flot, il a fallu travailler. Et donc, il s'en est pris violemment à ma mère. Ma mère a été une femme battue. J'ai été un enfant battu par mon père. C'est à ce moment-là que je l'ai révélé parce qu'il y a eu un drame un jour qui m'a touché en 2020. Et donc, c'est là où j'ai parlé de cette histoire-là. Mes meilleurs amis n'étaient pas au courant de ma vie personnelle, de mon enfance. J'ai été un enfant battu de mes de mes 1 an ou 1 an et demi, en tout cas du peu de souvenirs que j'avais de mon enfance à mes 8 ans. Et mon père nous a abandonnés. Il est parti de la maison le 1er avril 2001. C'était un joli poisson d'avril. Mais c'était pas un poisson d'avril. Il est parti comme dans les films en me disant je vais acheter un paquet de cigarettes, je vais faire un quintet et je reviens, et il est jamais revenu. Quand il est parti, il a déchiré tous les papiers d'identité que j'avais, l'extrait de naissance, etc. Donc j'ai pas pu être naturalisé français à l'âge de 13 ans alors que j'ai fait toute mon éducation en France. Donc je suis passé aussi par les escaliers plutôt que l'ascenseur pour être naturalisé français à l'âge de 20 ans, 21 ans, puisque c'est le pays qui coule dans mes veines, la France. Et donc voilà, je pourrais passer 1 heure à parler de cette enfance-là avec mon père, mais je crois que c'est pas le but de ce podcast. Mais ça a rajouté des escaliers qui, quand certains montent les escaliers et que chaque marche est une marche, le départ de mon père, les coups, la violence subie par ma mère, l'impression qu'à chaque moment elle peut s'en aller, partir et être tuée, c'est l'impression qu'une marche en vaut 5, 6. Et nourrir une enfance, grandir avec l'idée de se dire j'aimerais mourir avant ma mère, c'est quelque chose que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Et de se dire qu'à tout moment, votre mère peut mourir devant vous et que vous avez juste envie qu'elle survive chaque jour, c'est la pire des choses. Et ça a, je pense, aussi forgé mon état d'esprit. Alors on va reprendre un peu le parcours de l'ascenseur, on va revenir à l'école. Oui. À l'école, quel genre d'élève étiez-vous ? Est-ce que vous aviez des rêves d'avenir ? J'imagine que oui, vu le titre de votre livre, Rêver sous les coups. Ça veut dire que vous aviez des rêves d'avenir, malgré cette enfance très compliquée. Est-ce que vous élever était déjà un objectif pour vous ? Toujours, depuis l'enfance, parce que j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était très généreuse et qui m'a donné beaucoup de valeurs dès l'enfance. Ma mère, elle m'a toujours dit, il faut s'en sortir, il faut faire plus que les autres, faut se construire. J'ai jamais été quelqu'un nourri par l'envie, la jalousie, etc. Parce que j'ai eu une mère qui me disait, ne regarde pas l'assiette de l'autre, dis-toi comment tu peux plus manger que lui. Et donc, dès l'enfance, dès la tendre enfance, ma mère, elle m'achetait des livres, je lisais la presse. Ma mère était dans la restauration, donc je passais mes journées à être dans le bar, à être à côté d'elle, à écouter les gens, parce que ensuite elle a eu la chance d'avoir une gérance à l'avenue de Versailles, à côté de la maison de la radio. Donc très jeune, dès l'âge de 9-10 ans, j'ai grandi avec des journalistes, des réalisateurs. Je croisais Bernard Tapie, je croisais Guy Carlier, je croisais les plus grandes stars de la télévision, Thierry Ardisson, etc. Et je les écoutais, j'étais tout petit, j'avais 10 ans, et je me mettais à côté de leur table, et j'écoutais ce qu'ils racontaient. Ils étaient avec leur bavette d'aloyaux, et moi j'écoutais quand ils parlaient de diplomatie, de politique. Je me rappelle écouter Jean-Luc Hess, qui était le patron de Radio France, qui a été correspondant aux États-Unis, et je lisais ses livres, mais dès l'âge de 11-12 ans, parce qu'il parlait de la diplomatie américaine, des États-Unis. Et ma mère je me rappelle, le soir, elle m'a ramené Le Monde, Le Parisien, Le Figaro, et je lisais quelques articles. Alors, je lisais pas tous les articles, j'étais pas le gamin qui, à l'âge de 10 ans, faisait comme ça, mais je lisais quelques pages, quelques articles. Et je me souviens que mon premier grand souvenir aussi de l'école, le premier grand souvenir, c'est un professeur, Frédéric Bertel, Monsieur Bertel en CE1, qui a vu tout de suite en moi une passion pour la littérature, une passion pour la lecture. Et je me souviens qu'il me donnait des bandes dessinées.
Et il me ramenait aussi des extraits de Camus. Et c'est lui, il m'a pas ramené tout de suite La Peste, L'étranger, il m'a pas tout de suite ramené des récits politiques, mais il me ramenait juste des extraits. Et il me disait, lis ça à la maison. Et donc, je lisais ça à la maison et il m'a fait découvrir à l'âge de 6 à 7-8 ans, Camus, qui est devenu pour moi mon plus grand idole avec Zinedine Zidane. Donc, j'ai Zidane d'un côté et Camus de l'autre. Et je lisais des extraits de La Peste, des extraits de L'étranger. Et je me disais, mais c'est quoi cette écriture qui est tout simplement exceptionnelle? Après, j'ai découvert la vie de Camus et je pourrais vous raconter, Anne-Cécile, cette incroyable anecdote où j'ai rencontré la fille d'Albert Camus, Catherine Camus, 30 ans après, j'en ai pleuré quasiment, non, 25 ans après. Et c'est vrai que l'école a toujours été pour moi un moyen de m'élever, parce qu'il y a eu des anecdotes aussi. J'étais à l'école élémentaire René Descartes à Saint-Denis, dans la cité, et je me souviens de cette directrice qui dit à ma mère, Madame, pour que votre fils puisse continuer à s'élever, je pense qu'il faudrait que vous le mettiez dans un collège parisien. Et donc ma mère, qui a eu des difficultés, a mis tout son argent, parce qu'au même moment j'étais bon au foot, mais pas comme tout le monde, genre j'ai pas eu ce fameux mytho de la rupture des ligaments croisés. Non, j'ai pas eu ça, j'étais juste pas assez bon. Mais ma mère a eu une proposition pour que je devienne, j'intègre un centre de préformation du PSG. Et ma mère, je me rappellerai toujours toute ma vie le jour où elle m'a dit, il y a des milliers de médecins, des milliers d'avocats, mais il y a qu'un seul Zidane. Donc je préfère payer la demi-pension du football dans un collège catholique à Paris. Donc j'étais à Notre-Dame-de-Grâce de Passy et à Saint-Jean de Passy dans le 16e. Et je me souviens que j'ai eu une sorte de fracture où il fallait se mouiller la nuque. Mais ça, on peut parler aussi quand on parle de l'ascenseur. Quand je suis passé de l'école René Descartes, où on était 40, et je faisais du CM1, CM2. Et donc j'étais en CM2 avec des élèves de CM1, à passer à une classe de 25 élèves, 27 élèves, un peu plus 30, dans le 16e. Avec que des enfants de familles bourgeoises, pratiquement. Incroyable. Franchement, je suis passé de la cité, Anne-Cécile, à être dans le 16e rue Rainoir. Oui, mais vous n'êtes pas passé de la cité à l'un, vous avez cumulé les deux, parce que vous viviez toujours dans la cité. Oui, je vivais toujours. C'est-à-dire que j'étais, pour les gens du 16e arrondissement, j'étais le mec de la Tesse, le mec de la cité. J'étais le mec, le rebeu qui repartait dans sa cité chaque soir. Et pour les gens de mon quartier, à Saint-Denis, au Franc-Moisin, où je vivais, parce que je prenais le chemin, déjà juste le chemin pour aller au collège. Ma mère m'accompagnait 6e, 5e. À partir de la 4e, je commençais à y aller tout seul, mais surtout 3e, parce que ma mère m'emmenait tout le temps. Et donc, je prenais le RER B jusqu'à Saint-Michel-Notre-Dame. À Saint-Michel-Notre-Dame, je prenais le RER C jusqu'à Kennedy. À Kennedy, je marchais jusqu'à la rue Rainoir. Donc, j'avais déjà 45 minutes, 50 minutes, 1 heure quasiment pour arriver au collège, le matin, alors que j'avais cours à 8h30. Et le soir, quand je revenais dans mon quartier, j'étais l'intello. Oui. J'étais le mec qui traînait avec les intellos du 16e arrondissement. Et donc déjà, on a l'impression qu'entre le premier étage et le deuxième étage de l'ascenseur, il faut s'adapter. Et qu'il faut prendre du temps pour comprendre et s'adapter. Alors du coup, moi j'avais une question sur le premier étage. Enfin, j'avais même une question avant le premier étage sur le moment où l'ascenseur commence à frémir et à prendre un peu son envol. Ma question c'était qui a appuyé sur le bouton? Je crois que vous avez déjà répondu, votre mère d'une certaine façon en vous mettant dans cet établissement-là. Ouais, c'est ma mère. Ma mère, elle a toujours beaucoup investi sur moi parce que c'était cher l'école dans le 16e arrondissement. Il y avait la demi-pension, je pouvais pas aller manger à la maison le midi comme beaucoup de copains du collège. Et de croiser aussi, j'étais avec des fils d'ambassadeurs, des fils d'acteurs, des fils de comédiens, des fils de musiciens, des fils de diplomates, des fils de membres de la haute fonction publique française. Et je me souviens que ma première sensation, c'est que j'ai jamais vécu de racisme pur et dur. J'ai eu quelques petites anecdotes tristes. On va en parler de ça. Mais voilà. Mais en revanche, la première chose que je vivais au collège, c'est que j'avais pas la casquette Van Dutch. J'avais pas le téléphone à clapper. Moi, j'avais mon Nokia 3310. Et j'ai vécu là, ah vas-y, toi, t'es pas comme nous parce que t'as pas ça, t'as pas ci, t'as pas ça. Il y avait l'époque des joggings à Adidas très jolis, etc. Moi, j'avais pas ça. Et en fait, cet ascenseur, on veut toujours monter dedans, mais parfois on se trompe. Par exemple, un jour, je me rappelle que à la rentrée scolaire à Saint-Denis, dans mon école élémentaire, j'avais un ami de la famille qui avait dit il faut y aller en costume pour se foutre de moi. Et donc j'avais mis le costume. J'étais arrivé à l'école élémentaire René Descartes. J'étais le seul en costume alors que tous les autres gamins étaient en survêt. Et en revanche, quand ma mère m'a dit tu remets le costume pour aller en 6e à la rentrée, j'ai dit non, j'ai très mal vécu le CM2 où j'allais en costume. Donc je suis parti quasiment en survêt. Et je suis arrivé dans le 16e où il y avait tous les autres gamins qui étaient en costume. Et donc là, je me suis dit, merde, en fait, je suis toujours à contre-temps. Et donc, ça a été un moment particulier. Et cet ascenseur, c'est ma mère qui me l'a fait vivre.
Alors après, on reprend le trajet, on monte un étage. Ouais. L'ascenseur s'arrête au premier étage, les portes s'ouvrent. C'est quoi le premier étage pour vous, Mohamed? Le premier étage. Alors déjà, moi, je considère toujours que je dois être au 2e ou au 3e étage de ma vie. Je dois pas être au plus loin ou plus haut. Le premier étage, c'est sans doute le moment où je comprends que j'ai la même force que les autres. Ça m'a suivi toute ma vie. On va revenir sur ce fameux mot qui est assez galvaudé aujourd'hui, le côté imposteur. Ouais. Mais c'est peut-être au lycée. Là aussi, un professeur, je me rappelle, qui s'appelait Monsieur Festis, qui était professeur d'économie. Donc là, on est à Saint-Jean-de-Passy. Non, là, je suis parti à Saint-Thomas-d'Aquin, très fier, dans le 7e arrondissement de Paris. Toujours dans des établissements, privés, catholiques, sous contrat. Voilà, sous contrat, Voilà. où il y a le caté le vendredi parfois, mais on n'est pas obligé. Et je me rappelle que je pars au lycée, j'étais très fier tout d'abord parce que j'ai été refusé de beaucoup de lycées parisiens. J'avais pas le bon profil. C'était pas une question de notes parce que j'avais plutôt des bonnes notes. Mon profil était trop atypique. Donc je donnerai pas les noms de ces lycées parisiens, mais il y en a un notamment qui m'a fait vraiment souffrir. On m'a refusé de ce lycée dont est sorti la plupart des dirigeants politiques parisiens. Il est dans le 7e arrondissement. On m'a dit non, j'ai fait l'entretien, mais on m'a dit votre profil est atypique, vous arrivez de loin, vous arrivez de Saint-Denis, 1 heure de transport par jour, c'est compliqué. Nous, on n'a que des enfants de la rue Madame ou des enfants du coin. Donc j'ai été refusé de ce lycée-là. C'était un lycée privé? Ouais, qui est très célèbre à Paris. Et donc j'ai été à Saint-Thomas-d'Aquin. Et un peu, pas du tout par dépit, pas du tout, c'est pas un choix par défaut, mais c'est là où on m'avait accepté. Et d'ailleurs, Stanislas, lui, je le donne. Stanislas m'avait refusé, mais je suis bien content avec le recul qu'il m'ait refusé. Mais en revanche, j'étais à Saint-Thomas-d'Aquin et je me souviens, Anne-Cécile, la première chose qui m'a marqué quand je suis rentré à Saint-Thomas-d'Aquin, c'est un tout petit lycée rue de Grenelle qui paye pas de mine, mais c'est qu'il y avait une affiche qui disait qu'entre 1896 et 1900, le général de Gaulle avait fait son lycée dans ce lycée Saint-Thomas-d'Aquin. Et ça m'avait marqué et ça m'avait dit, tu dois honorer le fait que tu partages le même lycée que le général de Gaulle. Et dans ce lycée, il y avait un professeur qui s'appelait Monsieur Festis, qui était professeur à Sciences Po. Et Sciences Po était rue Saint-Guillaume, quasiment collé à la rue Grenelle. J'étais vraiment à 50 mètres de Sciences Po. Et il était là parce qu'il aimait le contraste entre donner des cours à Sciences Po et donner des cours dans ce lycée où il n'y avait pas non plus les meilleurs élèves du 7e arrondissement de Paris. C'était un bon lycée, mais ce n'était pas le meilleur du tout du 7e. Et il m'avait dit, tu es capable de tenter Sciences Po. Si tu travailles bien, tu es capable de tenter Sciences Po. Fais-le, tente-le. Il va falloir travailler, il va falloir bachoter, il va falloir se préparer, il va falloir prendre une prépa, mais tu peux réussir. Et je croyais en moi, et j'ai découvert le prix des prépas pour Sciences Po. Et j'ai dit, je peux pas imposer ça à ma maman, parce que si je rate Sciences Po, en fait, ça serait une énorme responsabilité, elle aura perdu beaucoup d'argent. Donc j'ai préféré aller faire une école de journalisme. Et là, ce monsieur Festis, m'a donné un peu la capacité de me dire, tu peux réussir et tu peux le faire. Et ça m'a beaucoup marqué. Mais pour autant, Anne-Cécile, vous voyez, je l'ai pas tenté Sciences Po. Ouais, je l'ai pas tenté, ça a été longuement. Je me suis auto-censuré, ça a été longuement un regret. Jusqu'au jour où j'ai rencontré le directeur de Sciences Po. Un jour, je croise le directeur de Sciences Po à Paris et qui me dit, mais en fait, Mohamed, peut-être que si vous aviez fait Sciences Po, vous n'auriez pas eu la carrière que vous avez aujourd'hui. C'est possible. Donc il me dit, tant mieux que vous ayez pas fait Sciences Po. Vous arrivez à l'université? À l'école de journalisme. À l'école de journalisme, et c'est une école de journalisme qui est connectée avec l'université, qui est publique, je crois. Non, elle est privée, mais elle est reconnue par l'État. Elle est reconnue par l'État, elle a un accord, elle est reconnue par l'État, mais elle n'est pas reconnue par la profession. Mais du coup, elle est moins lourde sur le plan financier pour vous. Oui, c'est ça. Elle est moins lourde. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, en parlant d'ascenseur, j'ai tout de suite voulu prendre mon indépendance. Moi, à 19 ans, je vivais déjà tout seul. Je voulais pas être une charge pour ma mère. Non, pas 19 ans, peut-être 20 ans, j'ai pris mon envol parce que je voulais pas être une charge pour ma mère qui a passé toute sa vie à travailler, qui a pas une grande retraite. Je voulais travailler. Et en fait, dans toutes les écoles de journalisme reconnues par l'État et reconnues par la profession, il faut d'abord faire une licence. Et donc passer 3 ans à l'université avant d'intégrer cette école-là. Et je me suis dit non. Je me suis dit, j'ai envie de travailler, j'ai envie d'être dans le grand bain. Et donc, je suis parti dans cette école de journalisme qui s'appelle l'IEJ, l'Institut européen de journalisme. Et tout de suite, je me suis lancé dans le journalisme. Alors justement, ça c'est très intéressant parce que du coup, vous commencez
carrière Ouais. de journaliste. Est-ce que dans votre vie professionnelle, entre le début de votre carrière, j'imagine, par des stages ou des alternances, enfin en tout cas, voilà, des jobs de débutants dans la presse, enfin dans les médias, et aujourd'hui, est-ce que vous avez un recul sur des gens qui ont pu vous aider, vous inspirer, vous donner confiance en vous, et à qui vous estimez devoir quelque chose? En fait, je pense que dans la vie, la plus belle des choses, c'est pas le bagage. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est pas le bagage des études, le bagage des diplômes en fait. Je pense que la plus belle des choses dans la vie, ça va être une parole un peu gnangnan, Anne-Cécile, et je l'assume, mais c'est les rencontres. En fait, j'ai beaucoup plus appris en rencontrant les gens et en les écoutant que plutôt en étant sur une chaise. Alors, ne m'écoutez pas les étudiants, etc., parce que c'est vraiment très utile, etc., et très important. Mais j'ai toujours dit aux étudiants que je croisais, quand il m'arrive de faire des masterclass ou de croiser des élèves qui me disent « Ah ben tiens, on a envie de ressembler au début de votre carrière ou à votre carrière », je leur dis toujours, c'est pas l'école de journalisme qui m'a donné cet avenir-là ou ce chemin-là, même si l'Institut européen de journalisme, je lui suis extrêmement reconnaissant. Et d'ailleurs, mon ancienne directrice, Magali Bonavia, me disait, dans les raisons pour lesquelles vous voulez faire l'IEJ, les gens mettaient souvent, on voudrait avoir la même carrière que Mohamed Bouafsi. Et ça me touchait beaucoup. Elle me disait, mais il va falloir que je te donne un pourcentage. Je dis, non, pas du tout. Mais quand je rencontrais les élèves, je leur disais toujours la même chose. Le plus important, c'est les rencontres et les stages. C'est les stages, les rencontres. Aller travailler dans des journaux régionaux, aller dans des radios régionales, aller dans des télés locales. Et je raconte cette anecdote parce que quand je suis arrivé à l'Institut européen de journalisme, juste avant d'être dans cette école, je travaillais dans une grande célèbre marque de fast-food avec, on n'est pas à la télévision, donc on peut dire les marques ici, chez McDonald's, et je me faisais de l'argent de côté. Et j'allais à Marseille parce que je suis toujours passionné par l'Olympique de Marseille, je suis supporter de l'OM. Et en gros, je prenais toujours le train en seconde classe pour aller à Marseille. Et au retour, je le prenais toujours en première classe. Et j'allais toujours voir les matchs du samedi 17h de la Ligue 1 parce que je savais que les joueurs de foot prenaient le 20h37 après le match pour aller en boîte de nuit à Paris. Et donc, quand j'étais en première classe, ce que je faisais, c'est que je faisais l'aller-retour entre la voiture-bar et ma place pour prendre des numéros et rencontrer des contacts. Donc, je voulais déjà construire un carnet d'adresses à l'époque et me nourrir de ces contacts-là. Et donc, l'une des anecdotes, c'est qu'un jour, il y a un commentateur qui s'appelle David Berger, grand commentateur de Canal+. Il prend le train et je laisse passer, il était assis à côté de moi, et je laisse passer la gare d'Avignon. Et je sais qu'après Avignon, il y a 2h30 où le train est direct. Et il ne peut plus sortir du train. Et il peut pas me dire qu'il va être saoulé ou qu'il va sortir. Donc je laisse passer Aix-en-Provence, je laisse passer Avignon. Et là, après Avignon, je m'assois à côté de lui et je lui dis « Bonjour David Berger, je sais qui vous êtes, je suis fan de sport, fan de foot. À la fin de ces 2h30, je vais avoir un stage à Canal+. » Et là, il me regarde comme ça, il me dit « Pardon, quel culot ?» Il me dit « On va d'abord discuter. » Et là, on a discuté pendant 2h30 et je lui dis « Je veux faire un stage à Canal. » Et à la fin, il m'a dit « Ok, prenez mon mail, envoyez-moi un mail, une lettre de motivation, un CV. » Et je suis arrivé à Canal alors que j'étais en terminale. Et j'étais en stage à Canal pendant l'été. Et je restais jusqu'à minuit et demi à Canal+. C'est là où j'ai rencontré Nathalie Yanetta, c'est là où j'ai rencontré Zinedine Zidane. Je me suis quasiment évanoui devant lui. Et ensuite, anecdote encore, 2010, je passe mon bac et je vais souvent à la Dizza Store des Champs-Élysées. Là où RMC fait l'after, une émission qui a beaucoup marqué ma vie. Et je rencontre Daniel Riolo. Et je pense que les rencontres sont aussi... Ça se crée en fait. Mais vous les avez provoquées comme... Ouais, pour moi, la chance, je dis souvent, la chance, c'est le début du talent. Un petit peu. Et en gros, je suis avec Daniel Riolo. On gagne tous les quiz parce qu'on était en duo. On gagne tous les quiz de foot à la fin de l'émission. Et le lendemain matin, c'est incroyable mais vrai, je m'installe dans mon quartier. Je suis avec du PQ, pour être très direct, du lait, du pain, du beurre. Et je sors de Franprix pour rentrer à la maison. Je m'installais dans mon nouvel appartement qui était dans le 16e parce que j'étais à l'école de journalisme pas très loin et j'en avais marre de faire 1h30. Donc j'avais pris une petite location, un tout petit appart. Et je passe devant la boulangerie qui est en bas de ma rue et je croise qui ? Daniel Riolo. Mais il me dit, mais on se connaît. Je lui dis, oui, on était ensemble hier et depuis le début de la semaine, on se croise tous les jours. Mais il me dit, vous habitez où ? Et je lui dis, j'habite là. Il me dit, mais moi j'habite là. Et en fait, on a pris un café ensemble et il m'a dit, viens faire un stage à RMC. J'ai mis 8 mois à obtenir ce stage et je suis plus parti d'RMC, ça a duré 10 ans. Donc voilà, Monsieur Festi sur ma route, Daniel Riolo, François Pesanti, qui disait j'aime beaucoup Mohamed parce que c'est lui je suis rentré comme stagiaire à RMC. Ensuite, j'ai été titularisé en gagnant 1 400 € par mois, même pas le SMIC. Je suis devenu chef d'édition, rédacteur en chef adjoint, rédacteur en chef, patron du foot après 2016. J'ai été patron du foot à
Non, en 2018, à 24 ans. Voilà, 25 ans. Et c'était pour moi extrêmement important. Et François Pesanti disait toujours j'adore Mohamed parce qu'il n'a pas de vie sociale. Donc je ne sais pas comment le prendre, mais il disait parce qu'il était passionné par son travail. Donc ces gens-là que j'ai croisés m'ont donné la possibilité de grandir avant de faire ce changement qu'on évoquera. Et alors justement, c'est très intéressant parce que donc ils vous ont énormément aidé à prendre le premier ascenseur de votre vie professionnelle qui était journaliste sportif. Oui. Mais vous aviez envie d'entrer dans un autre ascenseur. Ouais. Et donc là, est-ce que à la fin de enfin pas à la fin, mais pendant le parcours du premier ascenseur journaliste sportif, est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes senti un peu coincé entre deux étages, un peu bloqué? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de l'un à l'autre? C'était une stratégie du départ, ou bien vous aviez envie d'être journaliste sportif et c'était déjà super, ou ça vous est venu plus tard? Comment ça vous est venu? Ça peut vous paraître surprenant, mais c'était une stratégie du départ. D'accord. Mais c'est incroyable parce que quand j'étais enfant, mais c'est pas une stratégie en fait. Pour les gens qui nous écoutent, c'est pas une stratégie où on le pense en fait, on se dit non, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et vous, votre rêve, voilà, c'était ça. Et en plus, d'ailleurs, on le comprend avec ce que vous racontez de l'enfance, où vous assistiez à des conversations de journalistes généralistes dans le restaurant de votre maman. Ben, en fait, pour moi, je dis pas journaliste sportif, d'ailleurs, je dis journaliste de sport. Ouais. Parce que pour moi, un journaliste sportif, c'est quelqu'un qui fait du sport. C'est quelqu'un qui court. Mais moi, je raconte souvent que des très grands journalistes de sport sont devenus des grands journalistes tout court. Michel Denisot, Michel Drucker, Chapat, Hervé Bérou, c'est devenu des très grands journalistes. Et ils ont commencé par le sport. Et en fait, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, on faisait un jeu avec ma mère. Moi, j'étais passionné des émissions politiques. Moi, je suis un jeune vieux. Moi, j'ai toujours été vieux dans ma tête. Moi, je regardais 120 minutes pour convaincre. Je regardais des cassettes de 7 sur 7. Je regardais. Avec Anne Sinclair. Oui, j'ai adoré Anne Sinclair. C'était une légende pour moi. Et je regardais les émissions politiques. Je regardais Mots croisés. Et en fait, je regardais la télé. Et parce que moi, je suis un enfant de la télé. Ma mère, ma sœur me grondait parce qu'elle m'a élevé, ma sœur. Ma sœur, elle m'a élevé. Mais comme ma mère faisait 2 services dans la restauration, j'avais que la télé comme nounou. Et en gros, je regardais toutes les émissions. Je regardais discrètement Tout le monde en parle, ou On ne peut pas plaire à tout le monde, etc. Et en fait, à la télévision, je voyais Mazerolle, Alain Duhamel, je voyais Arlette Chabot, je voyais Franz-Olivier Gisbert, tous ces gens-là, et je me disais, mais Mohamed, pardon, je les adore, hein, mais ils ont 60 ans. Et je me disais, mais il n'y a pas une personne comme moi qui est jeune, enfin pas comme moi, 15 ans, 14 ans, mais qui est jeune à la télévision. Et moi, le soir, ma mère, elle était comme Pujadas ou Arlette Chabot, et moi, je jouais le rôle de Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin. Ah oui. Ouais, et en fait, j'essayais de la convaincre. Et donc, ma mère disait, je suis Nadine de Poitiers, j'ai des problèmes de pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous voulez faire? Et je travaillais mon éloquence avec ma mère. Ma mère me faisait travailler mon éloquence et mon élocution, parce que je parle trop vite. Je sais que je parle trop vite, je viens de la radio. Et donc, ma mère me disait, comme ça, on va travailler ton éloquence. Et moi, je regardais les émissions de télé, et je mimais, il y avait une forme de mimétisme, et je copiais ça. Et donc, je m'exprimais sur des enjeux de sécurité, des enjeux de pouvoir d'achat, des enjeux de santé publique, de déserts médicaux. Et je parlais de ça, et je travaillais mon élocution. Et je voyais ces journalistes, mais qui avaient déjà 60 ans. Et je me disais, mais Mohamed, ils seront encore là dans 20 ans. En revanche, sur Canal+, ou TF1, je voyais Vincent Hardy, à l'époque de Téléfoot. Je voyais Grégoire Margoton. Je voyais Hervé Matou. Et ils avaient 30, 35 ans, ces gens-là. Et je me disais, ah ben c'est peut-être par ça qu'on va passer pour atteindre la télé et pour faire en sorte qu'on soit peut-être plus jeune à la télévision en train de parler d'actualité politique. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai commencé par ça en créant du réseau, et il n'y a rien de plus universel que de football. Moi, je me suis retrouvé avec une anecdote incroyable. Il n'y a pas de clivage sociaux. Il n'y a pas de clivage sociaux, mais surtout, on est tous les mêmes dans un stade de foot. Albert Camus disait « J'ai tout appris dans un stade de foot de l'humanité et de l'homme ». Et je me souviens d'une anecdote. Après les attentats du Bataclan, 1 mois et demi après, 2 mois après, je reçois un texto, un appel du cabinet de Matignon qui me dit « Bonjour monsieur, j'étais déjà un haut responsable du foot à RMC. Monsieur le Premier ministre Manuel Valls veut discuter avec vous. Il veut vous rencontrer demain à l'Esplanade. » Et donc je dis bah, « D'accord, ok, pas de fil. » Je me dis « C'est une blague, etc. » Et le lendemain, j'arrive à l'Esplanade, il y a plein de gens de sécurité qui me contrôlent, etc. On a un petit espace. Et je vois arriver le Premier ministre, 2 mois après les attentats, un truc comme ça. Et il s'assoit, je l'avais croisé à plusieurs reprises à RMC. Il est fan absolu du Barça. Son oncle avait créé, un membre de sa famille avait créé l'hymne du Barça. Et il s'assoit et il me dit « Mohamed,
je vis l'horreur depuis 2 mois. Je suis en train d'accompagner des familles qui ont vécu l'horreur. J'avais envie d'un déjeuner où j'allais me vider l'esprit et parler un peu de football. Et parler du match PSG-Barça qui allait arriver. Et c'est aussi arrivé avec Édouard Philippe, qui est fan de football. C'est aussi arrivé avec d'autres dirigeants politiques de gauche, de droite, tout l'univers politique, parce que le football rassemble. Et après, j'ai fait une rencontre. Mais ça, c'est la transition pour peut-être ma nouvelle vie. Mais dans mon livre, quand je dis dans mon livre que je vais quitter le journalisme de sport pour intégrer le journalisme généraliste. Alors justement, c'est quoi ça? C'est quand ce déclic-là? Mais c'est incroyable, Anne-Cécile, je vous jure. En fait, quand j'écris le livre, il a été écrit 1 an et demi avant mon départ d'RMC. Et je prends le risque de dire, dans quelques mois, je vais quitter le journalisme de sport. Et je ne sais pas à ce moment-là, parce que mon livre a été écrit avec Géraldine Maillet, qui est journaliste et animatrice à la télévision. Et en gros, quand j'écris le livre, enfin romancière, quand j'écris le livre, je dis à Géraldine, je vais quitter le journalisme de sport. Elle me dit, mais Mohamed, tu te rends compte que ton livre va sortir en novembre 2021 et que là, on l'écrit en septembre, août, septembre, octobre 2020. Elle me dit, tu prends le risque de dire ça? Je lui dis, oui, je suis sûr que je vais réussir. Et en fait, j'ai fait une rencontre d'un autre homme qui a changé ma vie. Moi, j'ai toujours été en quête, parce que j'ai pas eu de père. Dans ma tête, j'ai pas eu de père. J'ai toujours été en quête de figures paternelles et de figures de modèles. Pas humainement et professionnellement. J'ai toujours aimé admirer les gens avec qui je travaille. Et j'ai fait une rencontre qui a changé ma vie. C'est celle de Pierre-Antoine Capton, qui est Media One. le patron, le fondateur de Media One. Et je dis que c'est pas un père pour moi, parce il aimerait pas que je dise ça parce qu'il est très jeune, mais c'est comme un grand frère. Et il m'a fait prendre conscience aussi de mes capacités. Et il m'a fait confiance. Et il m'a dit un jour, juste avant que je rejoigne cet avou, il m'a dit, est-ce que tu veux devenir une star de la télé ou est-ce que tu veux devenir une star du monde du sport? Et je lui ai dit, tant qu'à faire, autant devenir une star du monde de la télé. Et il m'a dit, tu as la capacité de te diversifier. Et entendre les mots d'un modèle et d'une inspiration et d'un mentor, c'est la plus belle chose au monde. Parce que dans l'ascenseur, quand j'étais encore au rez-de-chaussée, sans aucune forme, j'ai toujours détesté la victimisation ou la position victimaire, mais on n'a pas confiance en nous. Et moi, j'ai eu besoin d'une personne, ou j'ai eu besoin de personnes dans ma vie qui m'ont dit, hey, prends confiance en toi. T'es beau, pas t'es beau dans le sens physique, t'es beau, ta personnalité, t'es intelligent. J'ai eu ce syndrome, aujourd'hui il est galvaudé, de l'imposteur, j'ai des plaques de stress dans le dos, je suis très exigeant envers moi-même, j'ai eu l'impression que j'ai pas forcément eu le bagage culturel dans des dîners où j'étais avec des... Mais on en reparlera. On va en reparler. Voilà, et Pierre-Antoine m'a fait prendre conscience de ça, et Pierre-Antoine a été celui qui m'a fait monter dans un autre ascenseur, et pour moi c'est comme un grand frère, je lui dois beaucoup de choses, et il est une sorte d'inspiration au quotidien, parce que lui aussi, mère coiffeuse, père moniteur d'auto-école à Trouville, il est parti avec 1000 francs en poche. Et c'est une inspiration, et je marche dans ses pas. Certains peuvent se dire, bah tiens, il est faillot avec son patron ou il est faillot avec son grand frère. Je m'en fiche. On a une relation de dingue parce que j'aime les gens qui m'inspirent. Et moi, je suis très attaché aux gens qui m'inspirent. Et je dis souvent, je suis pas un modèle, mais si je peux être un espoir pour d'autres comme certains l'ont été pour moi, ça sera ma plus belle réussite dans ma vie. Alors Mohamed, c'est formidable tout ce que vous dites sur les inspirations, les rencontres, les gens qui vous ont aidé. Est-ce qu'à l'inverse, dans votre parcours, vous avez croisé des gens qui ont essayé de vous bloquer l'ascenseur? Oui, souvent. Souvent des gens qui... Moi, je me souviens aussi d'une personne à Radio France qui m'a dit, après un stage, où j'avais obtenu un stage grâce à ma maman, parce que ma maman a levé le restaurant, le monsieur était venu et je l'avais saoulé plusieurs fois pour obtenir un stage. Et je me souviens d'un patron qui me dit, c'est super, franchement, c'est super, ton stage est formidable. En revanche, il y a un problème. Alors là, je me dis peut-être que ma voix est le problème, parce que je parle très vite et parce que j'ai une voix un peu fluette. Et il me dit, non, c'est pas ta voix, c'est ton prénom. Je dis, pardon? Il me dit, Mohamed, c'est un problème encore. Et il me dit, en fait... C'était quand? C'était en 2011. 2011, c'est pas il y a longtemps, c'est il y a 14 ans. Il me dit, en fait, le problème, c'est que Mohamed, ça devient Momo. Et Momo, c'est le vendeur de vaches qui rit. En bas, où quand il te manque des vaches qui rit, tu vas aller pisser d'en bas, il te manque quelque chose, il te manque un pack de lait, donc tu vas chercher du lait, etc. Et c'est pas beau, Momo à la radio. Et donc, il me dit ça, il me dit, t'es super fort, t'es intelligent, tu vas vite, tu sais très bien écrire. Il me dit, tu devrais penser à t'appeler Maxime ou Léo. Oh là là. Et là, Anne-Cécile, il y a deux choses qui se passent dans ma tête. Soit je colle un peu au modèle qu'il propose, et donc je deviens un peu l'homme de quartier qui lui répond presque de manière physique à son attaque.
soit je suis l'homme de valeur que je suis, que je pense être en tout cas, et je me bats et je m'accroche. Et là, je lui ai dit droit dans les yeux, comme je vous regarde Anne-Cécile là, je lui ai dit, dans 12 mois, dans 1 an, je serai dans une autre radio et vous entendrez un papier de Mohamed Bouafsi. 6 mois après, je suis rentré à RMC, juste avant l'été. Je suis rentré en mai 2011 à RMC, en stage. Et juste avant la fin de l'été, en août, je fais un papier sur Yao Ming, alors que je déteste le basket. Un joueur de basket chinois qui marche en NBA. Et je passe à la radio et j'entends Mohamed Bouafsi vous fait découvrir Yao Ming. Et je lui envoie l'extrait sonore et je lui dis voilà, Mohamed Bouafsi est passé à la radio sur RMC. Voilà, j'avais dit que je mettrais 12 mois, j'ai mis un peu moins, 7, 8 ou 10. Et je vous l'avais promis et je l'ai fait. Et après, d'autres personnes aussi, au quotidien, la jalousie, comme peuvent le vivre des femmes, parce que bienvenue dans l'ascenseur, ça parle à tout le monde, comme peuvent le vivre, c'est pas normal, il a 30 ans, pourquoi il devient chef du foot? Non mais il doit connaître un tel, il doit être pistonné, non mais il est étrange, non mais c'est bizarre, il doit être proche des patrons, il doit être tout ça. Il voit pas le travail en fait. Il voit pas certaines personnes qui sont jalouses et qui regardent l'assiette de l'autre, ne voient pas le fait d'arriver à 8h30 du matin et de partir à 22h30. Le fait d'être, même dans sa vie privée, impacté par le travail, d'avoir toujours son téléphone qui répond, ne pas voir sa famille, ne pas voir ses proches. Moi, j'ai nourri mon réseau dans le football. Le week-end, au lieu d'aller en week-end, je prenais la voiture de ma mère, et j'allais à Romorantin voir les matchs de l'équipe de France de moins de 20 ans. J'allais à Laval voir des matchs. J'allais en Turquie. J'ai convaincu mon patron à l'époque d'aller en Turquie pour suivre la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et tout ça, ça arrive aussi aux femmes. Par exemple, Anne-Cécile, moi, quand je discute avec certaines femmes, quand elles ont des métiers de pouvoir, on dit elles ont eu une relation avec le patron. Bien sûr. Elles ont bien couché avec le patron. Elles ont eu ça. Ça existe encore, malheureusement. Ouais. On en parle souvent aussi ici. Moi, j'ai lu un papier, par exemple, il y a quelques jours sur une femme. Je ne vais pas citer son nom parce que j'ai peur que ça donne des lecteurs à ce papier qui est dégueulasse. Une femme que j'aime plus que tout, qui travaille avec moi. Et on me disait dans le papier, elle est redoutable. Mais est-ce qu'on dirait d'un homme qu'il est redoutable? Non, parce qu'on dirait d'un homme, il sait très bien gérer les dossiers. Non, une femme, elle est redoutable. Parce que redoutable, ça veut dire tellement de choses. Et donc, oui, dans cet ascenseur, il y a certains qui essayaient de me toucher peut-être au moment où j'allais au 2e étage, de me remettre au zéro. Et c'est pas grave. Parce que je nourris jamais d'erreur. Je suis jamais colérique. Et je me dis, avance. Et regarde pas l'assiette de l'autre et bats-toi. Bats-toi. Alors, j'imagine que ce genre de situation où on essaye de vous bloquer l'ascenseur, mais aussi quand on est dans l'ascenseur, on a des épisodes d'ascenseur émotionnel, évidemment. J'imagine que vous l'avez connu. Là, je suis plus sur les obstacles qui peuvent venir de soi, qui sont bien évidemment liés aux obstacles extérieurs à soi, comme ceux dont vous venez de parler, la jalousie, le racisme, parce que ce que vous avez raconté, c'est vraiment du racisme. Est-ce que vous avez connu des épisodes d'ascenseur émotionnel? Vous en avez un petit peu parlé au début, mais peut-être j'aimerais que vous m'en parliez. Ces obstacles internes, comment on les dépasse? Déjà, lesquels sont-ils et comment on les dépasse? C'est ce fameux syndrome de l'imposteur où on croit qu'on n'a pas suffisamment de bagages culturels par rapport aux autres. C'est l'impression de ne pas avoir les mêmes moyens que les autres. C'est une exigence qu'on se fixe très importante qui crée du stress, qui crée de l'anxiété. Moi, j'ai des plaques de stress dans le dos parce que je suis toujours anxieux, je suis toujours stressé. De penser aussi que tout peut s'arrêter demain. Ces ascenseurs émotionnels, c'est de se dire de ne pas pouvoir supporter une victoire. Moi, ma compagne actuelle m'a dit un truc. Un jour, après une discussion, elle m'a dit tu cours toujours. T'es toujours en train de courir. T'es toujours dans une fuite en avant, en fait. Et c'est vrai qu'après cette discussion-là, je lui dis, ce qui est magnifique chez toi, c'est que tu considères la vie comme un marathon, et moi, je la considère comme un sprint. Et j'ai toujours peur de ça. En fait, j'ai toujours peur que demain, quelqu'un vienne et me pincer, et me dise, le jeu, il est fini, en fait. T'as bien profité. Et ça, ces ascenseurs émotionnels, c'est par exemple d'avoir une très belle interview, une très grande interview, un grand moment d'actualité, et de se dire, dès le soir même, c'est quoi le prochain? Avoir ce shoot d'adrénaline, et c'est pas bon, et c'est aussi, mais ça il faudrait peut-être, beaucoup de gens m'ont conseillé d'aller voir un psy, je l'ai jamais fait de ma vie, de toujours avoir
une quête d'un modèle. Je parlais tout à l'heure de volonté d'avoir un modèle paternaliste un peu. Et donc, quand on est déçu, on a l'impression que quand on nous aime moins, que le monde s'arrête. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'on ne pouvait pas faire l'unanimité émotionnelle. C'est-à-dire que moi, je voulais pas du tout que tout le monde m'aime, mais que tout le monde m'apprécie sur mon travail, alors qu'en fait, non, c'est pas possible. Et ça, c'est très dur. C'est très dur, en fait. Donc, parfois, j'ai des moments de mélancolie. C'est des moments qui arrivent 2-3 fois dans l'année, où j'écoute des musiques orientales. Je pense que ça me renvoie à mon papa. Et où je suis à la fenêtre et je respire et j'ai quelques larmes qui coulent. Et ça m'arrive 2-3 fois dans l'année où j'ai des moments de mélancolie, où je suis nostalgique, où je suis... je sais pas, il y a une sorte de chimique interne qui se passe et je me sens pas bien une nuit entière. Et après, ça repart. Et après, j'ai ce côté survivant. J'ai failli mourir plus jeune, enfant, à cause de mon enfance. Et donc, j'ai ce côté survivant en se disant, tu sais quoi, on repart à la guerre. Et à un moment, je me dis aussi parfois, prends du temps, en fait, réfléchis, parle moins vite, pense à toi. Et ça dure une demi-heure, 45 minutes, 2-3 jours maximum. Et après, je me dis non, il faut que tu ailles à la guerre, quoi. Il faut qu'on travaille et ça. Mais parce que pour vous, le travail est presque thérapeutique, en fait. Ouais. Parce que ça fait pas réfléchir, parce qu'on pense pas aux problèmes, parce qu'on pense pas à des choses qui nous ont accompagnés dans notre enfance, dans notre ADN émotionnel. Et parce que c'est une sorte de... Moi, j'ai mon cerveau qui pense tout le temps. En fait, j'ai beaucoup de mal à dormir, je dors très peu. Et les gens, ils disent, ouais, on dort très peu pour s'occuper de ses dossiers, pour travailler, pour lire. Non, moi, j'aimerais dormir. J'aimerais pouvoir dormir, en fait. J'ai toujours le cerveau qui réfléchit. Je parlais il y a quelques jours avec Michel Simès. Il m'a dit, mais va potentiellement te faire diagnostiquer. T'es peut-être TDAH, t'es peut-être TDA, t'es peut-être... En fait, il me dit, j'ai des troubles de la... En fait, je cours tout le temps. Et ça... Vous parliez de Anne-Cécile d'ascenseur émotionnel, c'est la limite qu'on se fixe à soi-même. En fait, le syndrome de l'imposteur que tout le monde revendique aujourd'hui, beaucoup de gens l'ont, mais je ne sais pas si tout le monde l'a, c'est des barrières qu'on se fixe à soi-même. Ah oui. C'est ça qui est incroyable. C'est de se dire, bah tiens, dans un dîner, ma parole, elle vaut peut-être moins qu'une autre personne. Parfois, j'ai remarqué, un exemple, dans mon élocution, j'ai beaucoup travaillé sur la façon de me calmer, etc. Et parfois, entre mon cerveau et ce que je voulais dire et mon argument et ma bouche, je sentais dans un dîner, par exemple, le manque de confiance de dire mon argument. Donc parfois, quand j'étais plus jeune, on me disait « Mais vous en pensez quoi ?» Et moi, je faisais non, mais... Et en fait, j'arrivais plus à administrer ma pensée de mon cerveau parce que ma bouche se disait « Non, mais peut-être t'es pas assez légitime pour le dire. Non, mais là, t'es face à des grands patrons, des grands dirigeants, des ministres, face à des grands penseurs, des grands philosophes, des intellectuels. Donc, t'es pas à la hauteur. » Et le jour où j'ai commencé, et c'est pas fini ce travail-là, hein, le jour où je me suis dit, mais en fait, t'es pas plus illégitime qu'eux, en fait. Tu lis Le Point, Challenge, Le Nouvel Obs, tu lis des livres, tu lis tous les auteurs, t'es à 7 à vous tous les soirs, tu vois des films, tu vas au théâtre, mais t'es pas plus illégitime qu'eux. Donc ça commence quand même, j'espère, un peu à infuser cette réussite pour essayer de vous calmer le stress, l'angoisse et tout ça, j'espère. Ouais. Et pour chasser ce sentiment d'illégitimité. Oui, parce que ces derniers mois aussi, j'ai fait des rencontres, j'ai discuté avec des gens qui ont appris à me calmer parce que les gens me disent « Arrête, ça y est ». J'ai rencontré un grand patron qui m'a dit un jour, le jour où tu installeras un rapport de force avec les gens sur des patrons, tout ça, bah, tu seras beaucoup plus stable parce que tu crois que tout peut s'arrêter demain. Mais tout ne s'arrêtera pas demain. Mais non. Et en fait, l'été dernier, j'ai un peu relativisé sur la vie en me disant « Mais on peut avoir plusieurs vies dans une vie. Si la télé, ça s'arrête, c'est pas grave. » Je me fais absolument aucun souci pour vous. Ouais, mais en tout cas, de toujours courir, en fait, ça fait pas du bien. Ouais, c'est vrai que souvent dans ce podcast, on voit que la plupart des gens qui témoignent dans ce podcast estiment qu'ils doivent travailler 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus que les autres. Mais il faut faire attention aussi à ce que ça se finisse pas en burn-out. Il faut faire attention à ça quand même. Mais par exemple, vous parlez d'ascenseur émotionnel, Anne-Cécile, c'est une très bonne question. C'est très drôle parce que ma mère, elle m'a toujours appris, et ça c'est un petit défaut de ma mère, faut le dire, parce qu'elle en a quand même quelques-uns, à courber les chines. Parce qu'elle n'avait pas de papier, ma mère. Parce qu'elle était sans papier. Parce que quand la police est venue nous récupérer à la maison parfois, à cause de mon père, la police lui disait « Mais vous savez, madame, si on continue cette affaire et cette opération, vous n'avez pas de papier, vous pouvez être emmené en CRA, en centre de rétention administrative, et vous pouvez être expulsé. Votre fils restera en France parce que la France n'expulse pas les enfants. »
Ma mère m'a toujours dit, tu ne racontes pas ce qui se passe parce que la DAS peut venir, etc. Et ça, c'est rentré dans ma tête de toujours courber les chines. De toujours, moi, je me voyais toujours, vous connaissez peut-être Anne-Cécile et nos auditeurs et les auditrices connaissent peut-être cette série pour enfants, Franklin, la tortue. Moi, je me voyais toujours comme une tortue qui baissait la tête. Et ma mère m'a toujours dit, dis pardon. Non, mais même, tu vois quelqu'un, il faut dire pardon, il faut s'excuser. Je lui dis, mais parfois, c'est pas des erreurs qu'on commet nous. Non, pardon. Ce côté, un peu ce syndrome méditerranéen de ne pas être à sa place, de toujours courber les chines. Donc pendant des années, j'ai dit, alors que j'étais pas responsable, pardon. Et aujourd'hui, là, il y a une caméra devant nous, j'ai plus envie de faire ça. J'ai envie de m'ouvrir, en fait, de me déployer. Et j'ai envie de me déployer, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de me déployer aussi humainement, j'ai envie de prendre... J'adore mon travail, je cours tout le temps et je fais 12 000 trucs en même temps, mais aussi de prendre du temps pour moi. Et après, on va parler de mes engagements, mais et d'être là pour les autres aussi. Alors justement, quand on prend l'ascenseur et qu'on s'éloigne de son rez-de-chaussée, et vous êtes vraiment éloigné, on peut le dire, est-ce qu'on a envie d'oublier d'où on vient ou est-ce qu'au contraire, on veut faire le lien, montrer aux autres notre réussite? Vous avez déjà un peu répondu à cette question, mais peut-être que vous pourriez ajouter quelque chose? Oui, vous savez, quand j'ai été tourner le documentaire La banlieue, c'est le paradis, dans ma cité, à Saint-Denis, j'ai rencontré plein de jeunes de mon quartier qui ont grandi avec moi et qui m'ont dit, frérot, va là-bas, t'occupes plus de nous parce que tu inspires les petits frères du quartier. Et il y a un Mohamed tous les soirs à la télévision. Et ça m'a beaucoup touché. Et je vous raconte une anecdote que j'ai jamais racontée. Je tournais une émission sur France 2 qui s'appelait Dans les yeux d'Olivier, avec Olivier Delacroix, qui racontait un peu mon enfance, etc., pour parler du tabou de l'enfance. Et il filmait les jeunes du quartier. Et à un moment, il y a un jeune qui a dit « Non, ne me filmez pas ». Et moi, j'ai dit « Ah, pardon, on ne te filme pas, frérot. Pourquoi ?» Parce que je pensais qu'il voulait ne pas se filmer pour cacher des choses. Et là, il est arrivé vers moi et il m'a levé sa jambe et il m'a montré un bracelet électronique. Et je lui ai dit, je comprends pourquoi tu veux pas être filmé. Il me dit, mais je veux pas être filmé, pas pour moi. Moi, je m'en fous qu'il me filme. Je veux pas être filmé pour toi. Je veux pas que les gens croient que t'es proche d'un mec qui est passé en prison. Et là, je lui ai dit, mais arrête, en fait. C'est la vie. Bien évidemment, t'as fait des conneries et c'est pas normal et c'est pas bien. Et t'as fait des conneries. Et il faut le reconnaître et il faut le dire. Et t'as payé pour ça. Et tu payes encore pour ça. En revanche, la loyauté, la fidélité, t'es là, t'es issu de mon enfance, t'es issu d'un grand des quartiers, j'ai pas à te cacher en fait. Et eux, ils me disent tous, quand je reviens à Saint-Denis, je suis très fier de revenir en Framboisin, j'y vais très souvent, ma mère habite encore à Saint-Denis. Elle veut pas partir de là-bas, elle a sa copine, elle a Aïda, elle a tout le monde. Ils me disent tous, construis ta vie. Et t'es une inspiration. En revanche, j'ai croisé des gens dans ma vie, notamment dans ma vie au collège, enfin plutôt au lycée, dans mes années de journalisme, etc., qui me disent, ah, t'as changé, le fameux t'as changé. Mais non, on n'a pas changé. On se construit, on n'a plus les mêmes amis, on n'a plus les mêmes proches, on essaie d'évoluer, on grandit aussi. Et on n'a parfois pas les mêmes attentes. Et c'est d'ailleurs ceux qui m'ont connu le plus jeune et le plus vrai, on va dire, qui me disent « Cours, trace ta route, fais-le pour nous ». De toute façon, vous maintenez le lien, évidemment, puisque avec tout votre engagement. Alors justement, c'est une très bonne transition vers ma prochaine question, qui est, vous avez pris l'ascenseur et on a vu... que voilà, vous l'avez pris avec vraiment beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement. Qu'est-ce qu'il faudrait changer à l'échelle d'un pays comme la France pour que votre parcours devienne banal? Le regard déjà sur ces quartiers. Le regard sur... j'ai une phrase, je vous l'ai donnée hors antenne, Anne-Cécile, vous m'avez dit « Oh, vous avez un peu hoché de la tête », mais c'est vrai qu'il n'est pas plus difficile, selon moi, uniquement selon moi, de s'appeler Axel et de venir du Cantal ou de la Creuse que de s'appeler Mohamed et de venir de Saint-Denis. En revanche, si on changeait déjà le regard sur ces quartiers-là, si on se disait, par exemple, qu'il n'y a pas que des gens qui brûlent des voitures, si on se disait, par exemple, qu'il n'y a pas que des Kylian Mbappé ou des Jamel Debbouze ou des Omar Sy, ou des rappeurs, des Booba, des Sofiane Zermani. Ou des top modèles. Ou des top modèles. Si on se disait que ces gens-là ont la même capacité. Dans mon école, à René Descartes, on était 40-42 par classe. 40-42. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. J'étais en CE1, j'étais dans une classe CE1, CE2. J'ai fait toute mon école élémentaire à être 42 par classe en faisant CE1, CE2, CE2. En CE2, j'étais avec des élèves de CE1. Ensuite, j'ai fait CM1, CM2 et en CM2, j'étais avec des élèves de CM1. J'étais toujours dans une classe à double niveau. Comment elle fait, cette professeure? Je pense à Madame Di, je pense à Madame Leclan,
qui me tirait au-dessus de l'oreille, là, les cheveux. Comment on fait pour éduquer, faire apprendre des choses à 42 élèves avec un double niveau? Je dis pas du tout que l'État a failli, pas du tout. Moi, je suis pas j'ai pas une vision pessimiste de la société en disant ouais, l'État aurait pu faire plus, l'État aurait pu faire... Non. C'est vrai qu'on a parfois pas compris qu'il fallait prendre la vision à 360 de ces quartiers. Parce qu'on est toujours en train de dire il faut plus de sécurité, il faut plus de police, il faut plus de képis bleus. Non, les gens, ils veulent juste de l'école, ils veulent de l'éducation, ils veulent s'en sortir. C'est pour ça que Bernard Tapie était adoré dans les quartiers, parce qu'il proposait l'ascenseur social. C'est le premier à l'avoir proposé, l'ascenseur social, la méritocratie. Moi, je dis juste que peut-être que si on construisait un peu plus de bibliothèques dans ces quartiers, on aurait un peu plus d'astronautes que si on construit un peu plus de stades de foot et moins de joueurs de Ligue 1 ou de joueurs de football. Ça vient pas de moi, ça vient d'un groupe de rap Sniper à la fin d'une chanson. Déjà, de comprendre ça. Accompagner les maires aussi. Accompagner les maires. Le président de la République a raison en disant mais où sont les pères? Où sont les pères de ces quartiers? Ils ont une énorme responsabilité. Je suis un enfant issu d'une famille monoparentale. Il n'y a pas une mère qui se lève le matin en se disant youpi, mon fils va devenir un délinquant. Il n'y a pas une mère. Il n'y a pas une mère qui veut ça. La mère, quand elle accouche, vous êtes maman, Anne-Cécile, vous voulez le meilleur pour vos enfants. Chaque jour, vous voulez que vos enfants dépassent vos attentes. J'ai grandi dans ces quartiers, je reviens souvent dans ces quartiers. Je vois une femme sur deux qui est en situation d'élever toute seule ses enfants. Où sont ces pères pas courageux? Où sont ces pères? Et ces mères-là, il faut les accompagner. Parce que quand on a 3 enfants, et arrêter le cliché elles ont 7 enfants, 8 enfants, pas du tout, elles font pas ça pour les aides sociales, etc. C'est infime. Et les femmes qui ont juste 2-3 enfants. Et même avec 2-3 enfants, on peut en perdre un. On peut en perdre un. Si on n'est pas là, si on n'a pas de repères, si on n'a pas un foyer, si on n'a pas un socle, si on n'a pas une autorité. Moi, ma mère a eu la chance d'avoir ma sœur qui était comme un père à la maison. Ma sœur, elle rigolait pas. Elle me disait 7 heures, tu rentres à la maison. Ma mère, elle me disait 7 heures, la douche, une lecture et au lit. J'ai eu ça, mais d'autres n'ont pas eu cette chance-là. Donc, si on accompagne ces mères, si on accompagne aussi une proposition scolaire, éducative, plus importante, est-ce que c'est normal que des profs payent eux-mêmes des stabilos, des pages, des cahiers à des élèves avec leur argent? Si on accompagne tout ça, c'est un plan 360, si on change l'urbanisme, si on construit plus des grandes tours qui, il y a 60 ans, étaient une très bonne idée, aujourd'hui ne le sont plus, si on arrête de ghettoiser les gens, si on remet du lien social, si on remet juste des cours d'éducation civique. Moi, je me rappelle que lors de l'opération Plomb Durci, je me rappelle qu'Israël avait attaqué le Liban après des attaques terroristes. La France avait envoyé le Charles de Gaulle et je me disais, je veux devenir français pour ça, parce que la France n'abandonne jamais ses enfants, à l'étranger aussi. Si on remet des cours d'éducation civique, si on met la République au cœur de ces quartiers, les enfants qui tombent dans l'islamisme, etc., parce qu'il faut aussi le dire, ça existe, parce qu'ils n'ont plus de repères. Et ça, à un moment, ça fait tomber les gens. Si on remet de l'autorité dans ces quartiers, si on remet un peu d'éducation, si on remet un peu de santé, si on remet un peu plus de services publics, ces enfants, ils se reconnaîtront comme français. Je vais choquer peut-être des gens. C'est pas un problème d'immigration aujourd'hui qui est pour moi le plus important. C'est un problème d'intégration. C'est un problème d'intégration. C'est parce qu'on n'arrive plus à faire des gens qui sont attachés à notre drapeau, qui sont attachés à nos valeurs, attachés à notre liberté, égalité, fraternité. Alors oui, on peut tous se dire, le problème, il vient de l'étranger, c'est facile, etc. C'est ce qu'on entend parfois dans les médias, ce qu'on entend parfois dans notre société. Arrivons déjà à faire en sorte que nos petits gamins qui naissent en France soient fiers et émus et heureux d'être français. Merci beaucoup pour ce programme en fait très ambitieux en fait dont vous parlez et vous avez vraiment raison de remettre tous ces conseils sur le plan collectif et macro. J'ai une question plus individuelle. Demain, vous avez un jeune qui vous demande des conseils pour prendre l'ascenseur social en France, qui ne sait pas par où commencer, comment s'y prendre. Vous lui dites quoi? J'aimerais, avant de répondre à cette question, Anne-Cécile, raconter une anecdote. Quand j'ai créé le collectif des défenseurs de l'enfance, quand j'ai créé mon tournoi de l'enfance, quand j'ai créé mon engagement et mon lien, je suis ambassadeur de la CLAP, la Confédération nationale des associations de protection de l'enfance et de l'enfant bleu. J'emmène chaque année 300 enfants victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques vivre un week-end de rêve. C'est les pires situations. Des enfants qui sont violés par leurs parents, des enfants violés par un proche, des enfants brûlés, des enfants en situation d'abandon total. Et il n'y a rien de plus beau que l'espoir. Il n'y a rien de plus beau que de se dire on peut prendre l'ascenseur. Je reviens à votre thématique de l'ascenseur. La première année de la création de ce tournoi, il était réservé aux 11-14 ans. Il y avait un enfant qui s'appelait Youssef, qui est un peu notre héros.
Youssef, il avait 14 ans 2 jours après le tournoi. Il perd en finale contre le PSG, il était de Strasbourg. Il était de la cité de l'Elzo, la plus chaude cité de Strasbourg. Il perd en finale, il pleure. Et là, je le prends dans mes bras, je le réconforte, et arrive un community manager qui était là pour une marque qui nous soutenait. Et il prend des photos de Youssef. Et Youssef, il me dit, mais en fait, j'ai perdu le tournoi, j'ai perdu. Et il me dit, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il fout, lui, en train de prendre des photos de moi? Et je lui dis, bah, Youssef, tu vois, ce monsieur, il est community manager. Il me dit, mais c'est quoi community manager? Je lui dis, bah, si tu veux, il est payé à prendre des photos, des vidéos et à poster sur les réseaux sociaux pour expliquer ce que c'est le tournoi. Et là, il me dit, il est payé à poster des photos et des vidéos sur les réseaux, alors que moi, je le fais toute la journée gratuitement? Je dis, oui, parce que toi, tu le fais pour ton plaisir, lui, c'est un travail. Youssef, il est revenu 3 ans après, à Marseille, alors que Zidane était mon parrain de la 3e édition de mon tournoi de l'enfance. Et Youssef, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous là? T'as plus le droit de jouer au foot, hein? C'est bon, t'as 17 ans, maintenant, t'as plus le droit de jouer au foot. Il me dit, non, je viens de voir parce que t'as changé ma vie. Je lui dis, arrête, non, c'est un tournoi de foot. Il me dit, non, parce que ce jour-là, j'ai découvert le métier de community manager. J'ai voulu en faire mon métier. J'ai 17 ans. Je suis à l'école digitale de Strasbourg. Je suis en alternance et dans 2 ans, je vais avoir un CDI qui m'attend et je vais être le premier de la famille à avoir un CDI. Et en fait, ce gamin-là, je suis très ému en parlant parce que ce gamin-là, en fait, on lui a donné de l'espoir. Bien sûr. On lui a donné la possibilité de croire en ses rêves. Moi, il y a des gens qui m'ont fait croire en mes rêves. François Pesanti, Daniel Riolo, Pierre-Antoine aujourd'hui, tous les jours. J'ai rencontré des gens qui ont suscité de l'espoir en moi. Et je pense souvent à ce gamin. Et je suis très mélancolique. Et je me dis que le jour où je serai plus sur cette terre, bah, Youssef, il sera sans doute là, sur ma tombe, en me disant, bah, tu vois, ce mec, il m'a fait une passe décisive. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres qui vivent ce tournoi de l'enfance. On est déjà à 1500 enfants accompagnés. Le plus galère que j'ai avec ce tournoi, c'est de les financer. Parce que ça coûte 250 000 € et il faut que je sollicite toujours des gens pour demander un peu d'argent. C'est défiscalisé. 66%, je le rappelle. Mais je leur dis, cet argent-là, c'est pour donner de l'espoir à ces gamins. Parce qu'à la fin du week-end, j'ai plein de gamins qui me disent, est-ce que tu vas être mon papa ou ma maman? Mais qui me disent et qui m'écrivent sur les réseaux. Et j'ai des éducateurs qui me disent, on a 50% de résultats scolaires plus positifs. Des gamins qui passent de 6 sur 20 à 12, 13. On a 70% d'incidents de moins. Anne-Cécile, quand vous faites face à un enfant de 6 ans, qui parce que sa mère lui mettait dans son biberon de la cocaïne, qui prend du cannabis à 6 ans, qui arrive à se débrouiller pour avoir du cannabis à 6 ans, votre vie, elle change, votre regard, il change. Quand vous êtes face à des enfants qui sont atteints de troubles autistiques, qui sont laissés par les parents dans des caves, dans des quartiers, pendant 1 mois, et qui vivent dans leur selle. Quand vous faites face à un enfant qui est abandonné par ses parents sur l'autoroute A15 en pleine nuit, ça vous change votre regard. Et ces enfants, ils ont juste besoin d'une chose, c'est d'un espoir. Et nous, on leur donne de l'espoir. Donc moi, quand je vois un étudiant qui vient me voir pour faire le lien avec votre question, c'est parce que j'en reviens à la thématique de l'espoir, je lui dis 2 choses. Crois en toi et de l'espoir. Fais des stages, travaille à fond, va rencontrer des gens, va réseauter, va dans des PQR, dans des télé locales, dans des radios régionales. Et surtout, le plus important, si la porte est fermée, passe par la fenêtre. Si la fenêtre est fermée, passe par la meurtrière. Si la meurtrière est fermée, passe par la cave. Si la cave est fermée, passe par les toits. Je déteste le côté victimaire, même si on sait qu'il y a des difficultés. Mais on peut y arriver. Mais la chose la plus importante, c'est pas un truc de gnangnan, genre il faut arrêter la famine dans le monde, genre il faut tout ça. C'est juste que l'espoir, il faut le susciter à ces gamins. Et c'est en disant à des enfants, c'est Abdelmalik qui dit cette phrase, qui disait, j'avais une prof de français, le slammer, poète, écrivain, qui disait, j'ai une prof de français qui disait, t'es beau Abdelmalik, t'es beau Abdelmalik, t'es beau. Moi, j'ai eu ma mère qui me l'a dit, j'ai eu ma sœur qui me l'a dit. Mais combien d'enfants n'ont pas la chance d'avoir quelqu'un qui leur dit, t'es beau mon petit, vas-y, bats-toi. L'espoir, c'est quelque chose qui est gratuit, mais c'est quelque chose qui est essentiel. Merci beaucoup pour ces conseils. J'espère que vous allez être vus et entendus par énormément de jeunes pour partager l'espoir que vous essayez de transmettre. Vraiment, merci. Alors, j'ai une dernière question, parce que j'avais une question sur le renvoi d'ascenseur. Tous les gens qui témoignent dans ce podcast ont à cœur de renvoyer l'ascenseur, mais vous avez répondu totalement à cette question sans que je vous la pose, sur votre engagement et tout ce que vous faites pour susciter de l'espoir justement auprès de jeunes qui ont besoin d'inspiration et d'espoir. Ma dernière question, elle est plus personnelle, c'est quoi le prochain étage pour vous, Mohamed Bouafsi? Avant de répondre à cette question, ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que renvoyer l'ascenseur,
il y a une phrase que ma mère me rappelle toujours, et on en a parlé hors antenne. Ma mère me dit toujours, tu sais mon fils, quand tu meurs dans la vie, il se passe 3 choses. La première des choses, c'est que ton corps il devient poussière. L'argent que tu as accumulé, parce qu'elle me dit souvent, l'argent qu'on accumule dans la vie, il est donné soit à l'État, soit aux enfants, donc il disparaît. La seule chose qui reste, c'est le souvenir que tu laisses aux gens sur Terre. Et c'est la trace que tu laisses, et l'image que tu laisses aux gens. Et ça peut perdurer. Donc, quand on renvoie l'ascenseur, on le fait aussi pour soi. On le fait aussi pour montrer qu'on est une bonne personne et de bonnes valeurs. Donc, c'est très important pour moi d'inspirer les gens. Je déteste le thème modèle, etc. Mais l'espoir, l'inspiration, la capacité de croire en ses rêves. Et ça, il faut le renvoyer parce qu'on n'est que de passage, en fait. Moi, je suis très croyant. On n'est que de passage. On peut demain mourir à tout moment. Mais en revanche, si on ne se fait pas des passes décisives entre nous, qui en fera? Et Kennedy disait une très belle phrase en 61, il disait « Arrêtez de vous demander toujours ce que l'État peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'État. » Mon engagement sur les violences faites aux enfants et aux femmes, il y a 27 cm entre 2 appartements. On n'est pas capable d'entendre des cris, on n'est pas capable d'appeler le 17 pour une femme battue, pour un enfant. On est dans une société très individualiste et très égoïste. Donc, le repli pour soi, il ne fera pas du bien à tout le collectif. Et donc, pour faire la transition avec votre dernière question, Anne-Cécile, je pense que le prochain étage, c'est continuer à s'épanouir professionnellement, avoir ses propres émissions, grandir, parce que ça me permettra d'être plus rassuré aussi sur moi-même. Et surtout, fonder un foyer, fonder une famille, des enfants, et être un peu plus stabilisé. Vous savez que j'ai eu peur pendant des années de reproduire la violence que j'ai subie enfant. Parce qu'il n'y a pas de déterminisme de la violence, mais il y a une reproduction sociologique de la violence. Quand on a été victime de violences sexuelles, physiques et psychologiques enfants, on a beaucoup plus de chances de les reproduire. Donc j'ai eu très peur de faire ça. Et après, j'ai eu des petits-neveux. Et j'ai vu l'oncle que j'étais avec mes petits-neveux. Et je me suis dit, non, je veux être papa. Donc c'est peut-être continuer à grandir professionnellement, à aimer ce que je fais et à avoir des enfants et à leur dire qu'on peut transmettre ces valeurs-là et qu'on peut transmettre ces valeurs d'espoir tout autour de soi. Donc là, je pense que ça sera le prochain étage et que ça sera sans doute le plus haut de ma vie. Merci beaucoup, Mohamed Bouarsi, pour ce voyage dans votre ascenseur. Bienvenue dans l'ascenseur.